Bonjour à toutes et tous. Nous allons débuter cette conférence de presse par une intervention de Laurent Lamberbière, secrétaire général de la Fédération Formation Enseignement Privé CFDT, et moi-même, Catherine Nasbecchi, secrétaire générale de la Fédération CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique. Avant de prendre vos questions, et puis certains de vos confrères et consoeurs sont à distance, donc le recording in progress pour la retransmission de la conférence de presse. Bonjour à toutes et à tous. 3 semaines après la rentrée scolaire 2024, les deux fédérations CFDT de l'éducation, la CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique et la Fédération Formation, Enseignement Privé CFDT, dressent un état des lieux du système éducatif à partir des échanges que nos militantes et militants ont avec les personnels sur l'ensemble du territoire national sur leur réalité professionnelle. Enquête par questionnaire, rencontres avec les agents dans les écoles, collèges, lycées, services déconcentrés, réunions d'adhérentes et d'adhérents sont autant d'occasions d'avoir une vision précise du fonctionnement réel du système éducatif, du vécu des agents et aussi de construire avec elles et eux des cahiers revendicatifs, des actions syndicales de tout type pour obtenir des améliorations. La rentrée 2024 a été préparée et assurée avec professionnalisme par les agents, mais à quel prix et avec quels moyens ? Du côté des moyens, c'est clair, tous les besoins ne sont pas couverts. Des postes d'enseignants, de médecins scolaires, de personnel administratif. Dans tous les métiers, il faut tenter d'assurer le service avec moins de personnel que ce qui est nécessaire. C'est la conséquence de concours qui ne font pas le plein et de difficultés croissantes à recruter des contractuels. Le résultat, c'est une dégradation continue des conditions de travail, de la continuité et même de l'accès aux services d'éducation. Du côté des moyens encore, les coups de rabot budgétaires se font déjà lourdement sentir. Le volume d'heures supplémentaires effectives déléguées dans les collèges et lycées est plus faible que l'an dernier. Cela signifie concrètement des difficultés encore plus grandes pour organiser de manière souple des remplacements de courte durée, puisqu'on se prive des personnels qui refusent le soi-disant pacte enseignant, et aussi que des projets pédagogiques n'auront pas lieu. Dans de nombreux centres d'information à l'orientation, les psy-EN conseillers en orientation ont été informés de la réduction drastique, voire de l'absence de remboursement des frais de déplacement pour l'année scolaire qui débute. Nos collègues refusent de payer pour travailler. Résultat, ils et elles ne se déplacent plus dans les établissements. C'est aux élèves et aux familles de se déplacer. Cela va inévitablement produire des inégalités majeures d'accès aux services publics, de conseil et d'éducation à l'orientation. Les mêmes causes ne manqueront pas de produire les mêmes effets pour tous les personnels dont le travail implique des déplacements. Nous pensons en particulier aux personnels sociaux et de santé, personnels d'inspection. Sur cet effet des coupes budgétaires, pas une parole ministérielle pour expliquer aux familles la réalité de l'éducation nationale. À quel prix ? Celui d'une reconnaissance bien maigre du travail accompli qui s'alourdit d'année en année au gré des réformes mal ou pas concertées. Les mesures salariales des dernières années ne suffisent pas à rattraper les dizaines d'années de décrochage salarial. Nous parlons donc d'un système éducatif structurellement fragile, qui manque de moyens humains et pourtant poursuit sa course aux réformes, aux mesures et dispositifs mal pensés et surtout qui s'empilent sans cohérence entre eux et sans cap défini. Tout cela est délétère et alimente la perte d'attractivité de nos métiers. La rentrée 2024 est une rentrée étrange à l'éducation nationale comme dans l'enseignement agricole, avec des ministres démissionnaires chargés des affaires courantes et des chantiers inachevés, et donc des incertitudes et incohérences supplémentaires pour les agents. Le ministère de l'Éducation nationale a dû finir par admettre que ce que nos deux fédérations ont dit en juillet, rappelé en août, la réforme Attal du brevet des collèges n'aura pas lieu en 2024-2025. Le choc des savoirs est donc incomplet, et c'est tant mieux, tant les mesures qui le composent sont aux antipodes de notre vision de l'éducation et heurtent les valeurs de nombreux de nos collègues. Mais le choc des savoirs, même incomplet, dégrade les conditions de travail, aggrave la perte de sens au travail pour les personnels. La mise en œuvre de l'enseignement des mathématiques et du français en groupe au collège est très variable d'un établissement à l'autre. Ici, des groupes homogènes, là, des groupes hétérogènes. Et cette mise en œuvre très diverse, c'est bien le résultat de l'action syndicale, d'analyse critique de cette mesure et de mobilisation des personnels en 2024. Mais cela aboutit d'ores et déjà à des emplois du temps dégradés qui vont alourdir le travail des CPE et assistants d'éducation
et qui morcelle le temps de travail des enseignants et le temps scolaire des élèves. Du côté des évaluations nationales standardisées et généralisées, elles surchargent davantage le travail des enseignantes et enseignants, en particulier à l'école élémentaire où il est obligatoire de les déployer chaque année. Nombre d'enseignants doutent de leur utilité quand ils n'y sont pas franchement hostiles. Nos deux fédérations demandent l'abandon de ces évaluations. Cependant, alors qu'elles se sont imposées malgré l'avis des personnels, le travail qu'elles génèrent doit être reconnu en temps et en rémunération, et aussi en défraiement des déplacements pour les directeurs et directrices qui transportent les cahiers d'évaluation aujourd'hui à leurs frais. Dans ce paysage un peu morose, soulignons cependant une victoire syndicale qui se dessine peut-être depuis quelques jours concernant le déploiement du logiciel Opal. La mobilisation des personnels, organisée avec plusieurs organisations syndicales, débouche enfin. La CFDT Éducation, Formation, Recherche publique avait très tôt alerté le ministère sur la dégradation des conditions de travail des équipes d'intendance, d'administration et de direction dans les EPLE passés à Opal, mais aussi l'impact négatif pour la vie pédagogique des établissements, pour le lien avec les familles et les prestataires. Retard, voire impossibilité de facturer et de mettre en paiement. Enfin, le ministère reconnaît l'ampleur du problème, dessert le calendrier et annonce des évolutions du logiciel, avec une réorganisation de l'assistance et de l'accompagnement des établissements et de nouveaux groupes de travail. Cependant, il ne se prononce toujours pas sur les moyens dédiés à ce chantier. Or, pour la CFDT, il faut mettre des moyens sur l'accompagnement de ce changement. Alors que le Premier ministre alerte sur l'état des finances publiques et que les gouvernements précédents cherchaient déjà comment réduire les moyens humains dans l'éducation pour faire des économies, les perspectives budgétaires sont une source d'inquiétude pour les personnels. Nos deux fédérations le réaffirment avec force. Si le gouvernement ou les gouvernements à venir choisissaient la stratégie du coup de rabot sur l'école, ce serait un renoncement grave aux ambitions pour les jeunes générations, une aggravation des fragilités du système éducatif. L'incertitude et l'instabilité politique deviennent plus que problématiques sur le plan budgétaire, avec une incapacité à penser les politiques publiques dans la durée. Il faudrait pourtant investir pour donner des perspectives au personnel de l'éducation et à toute la population sur le service public d'éducation dans notre pays. Nos deux fédérations portent un ensemble de propositions et revendications pour les personnels et pour le système d'éducation et de formation. Notre dossier de presse vous en présente les éléments qui nous paraissent prioritaires au regard des échanges que nous avons avec les personnels de l'enseignement public comme de l'enseignement privé. Pour reconstruire l'attractivité de tous les métiers, nous revendiquons d'améliorer les rémunérations et le pouvoir d'achat dans le cadre d'une programmation pluriannuelle en agissant sur la valeur du point d'indice, sur les grilles, sur les indemnités socles et sans alourdir la charge de travail, sans creuser les inégalités entre femmes et hommes. Il faut aussi sortir, nous l'avons dit, d'une situation dans laquelle les personnels devraient payer pour exercer leur mission. Nous revendiquons encore le passage à 30 € de la participation de l'employeur à la cotisation pour la protection sociale complémentaire dès le 1er janvier 2025. Il faut améliorer les conditions de travail en garantissant à tous les agents le temps de bien travailler, un temps et une organisation du travail respectueuse des cadres les plus élémentaires et intègre un droit effectif à la déconnexion. Tout cela doit faire l'objet de dialogue professionnel et de dialogue social, car les agents doivent pouvoir agir sur leur travail. Il faut donner des espaces et du temps pour les collectifs de travail parce que les métiers de l'éducation s'exercent mieux dans un cadre collectif. Les personnels sont mieux au travail quand ils ont les moyens de ne pas rester isolés. Il faut redonner le temps et les moyens d'un accès serein à la formation continue tout au long de la carrière et cesser les mesures et discours qui tendent à ne pas reconnaître que la formation continue, c'est un travail. Il faut mieux assurer le droit à la mobilité professionnelle et géographique et aménager les fins de carrière. Sur tous ces sujets, les discussions devront reprendre pour redresser l'attractivité et reprendre en acceptant de revenir sur des mesures récentes et délétères, en acceptant que pour cela, il n'est pas possible d'appliquer un rabot budgétaire aveugle aux conditions de travail des personnels, même en période de baisse démographique. Chaque année, nous constatons la montée de l'épuisement professionnel. Il est temps aussi que l'État se donne les moyens de développer une véritable politique de santé au travail et au bénéfice des agents. Dans nos rencontres avec les personnels, la résolution des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la mission d'inclusion font partie des priorités. Pas une rencontre avec des agents sans que cette question ne soit soulevée. Il y a beaucoup à faire pour rendre l'école inclusive dans de bonnes conditions pour les personnels et les élèves.
Là aussi, nos deux fédérations proposent des mesures structurantes et aussi des organisations permettant de faire face aux urgences pour que les personnels ne soient plus laissés seuls et désemparés quand les conditions d'une inclusion réussie ne sont pas réunies et que le travail devient trop dur, voire insupportable. Les mesures structurantes impliquent notamment le rapprochement des professionnels du secteur médico-social de celles et ceux de la filière santé sociale et de l'enseignement spécialisé de l'éducation nationale. Les enseignantes et enseignants ont besoin du soutien et de l'expertise d'autres professionnels pour pouvoir gérer l'hétérogénéité croissante de nos classes, l'augmentation du nombre d'élèves à besoins particuliers. Il est nécessaire que cette aide ne se limite pas à un accompagnement théorique, comme c'est souvent le cas actuellement. À ce sujet, nous pensons que la revitalisation des RASED est indispensable. Les personnels ont là aussi besoin du temps et des espaces pour travailler ensemble, bénéficier de groupes d'analyse de pratiques et d'un dispositif de supervision. Il faut enfin accompagner l'évolution des programmes et des pratiques pédagogiques pour se rapprocher de la conception universelle des apprentissages. Il faut rapidement constituer des équipes d'appui pour intervenir sans délai pour soutenir et aider les équipes pédagogiques à surmonter les difficultés rencontrées. Il faut aussi rapidement reprendre le dialogue social pour améliorer les conditions d'emploi et de rémunération des AESH. La CFDT revendique toujours la création d'un corps de la fonction publique pour les AESH. Nous demandons la réduction et le plafonnement des effectifs d'élèves en fonction du nombre d'élèves à besoins particuliers. Pour mieux réussir l'école inclusive, il faut des équipes pluriprofessionnelles complètes ayant du temps pour travailler ensemble et pour accompagner les élèves et leurs familles. Une autre priorité forte pour nos deux fédérations et les personnels que nous rencontrons, développer la mixité sociale afin de réduire les inégalités et afin que le discours sur la cohésion sociale ne reste pas creux. Depuis plusieurs années, les deux fédérations CFDT de l'éducation prennent ensemble des positions claires en faveur de la mixité sociale et scolaire dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. La mixité sociale, pourtant cruciale pour l'égalité des chances, peine à se concrétiser pleinement dans les établissements privés sous contrat. En 2023, la signature d'un protocole de mixité sociale entre le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Pap Ndiaye, et l'enseignement catholique a entériné des intentions, mais pas d'actions concrètes ni contraignantes. À ce stade, aucun bilan, aucune évaluation n'ont été partagés avec les organisations syndicales représentatives des personnels. L'indice de position sociale montre des écarts significatifs entre établissements publics et privés, ainsi qu'entre zones rurales et urbaines. Il faut encourager une véritable mixité sociale et scolaire. Cette approche, pour nous, vise à créer un environnement dans lequel chaque élève, indépendamment de son origine sociale, culturelle ou géographique, peut s'épanouir pleinement. Il s'agit pour nous d'un enjeu démocratique majeur et ce sont aussi des enjeux professionnels pour les agents. Nous revendiquons une modulation des moyens attribués aux écoles et établissements publics comme privés en fonction de leur IPS. La différenciation des moyens accordés aux établissements publics comme privés selon qu'ils respectent ou non la mixité sociale au sein d'une même zone géographique, l'augmentation du taux d'encadrement, la rénovation des bâtiments prioritaires et l'octroi d'indemnités afin de rendre les établissements aux indices de position sociale faible plus attractifs pour les personnels. C'est cohérent avec la revendication constante de la FEP-CFDT, première organisation représentative dans l'enseignement privé, de renforcer les contrôles des établissements privés sous contrat. L'État l'a enfin entendu. Des contrôles renforcés vont être réalisés. C'est important car les personnels témoignent parfois de manquements importants et en pâtissent dans l'exercice de leur mission. En cas de manquement, des sanctions seront envisagées comme la décontractualisation d'une ou de plusieurs classes et, dans les cas extrêmes, la rupture du contrat d'association. À Pau, comme ailleurs, grâce à la ténacité de nos militantes et militants, dans le cadre d'une intersyndicale qui n'a cessé d'alerter les autorités, une suspension du chef d'établissement de 3 ans a été décidée. Cette sanction est pour la FEP-CFDT un signe fort envoyé au chef d'établissement. Le temps de l'impunité est révolu et ils doivent prendre conscience que déroger aux engagements du contrat d'association et exercer des pressions sur les personnels sont des actes condamnables. Pour conclure, pour nos deux fédérations, l'éducation n'est pas un domaine réservé de tel ou tel membre de l'exécutif, mais c'est une question, des enjeux, des choix politiques qui doivent être partagés par le dialogue social et citoyen, permettant de sortir des instrumentalisations politiques, des décisions qui se succèdent et s'empilent sans cohérence, épuisant et démotivant les personnels, sans que jamais puisse se poser rationnellement la question de leur efficacité. C'est le sens de notre proposition d'organiser une convention citoyenne sur l'éducation. Je vous remercie.
Enfin, nous vous remercions. Merci. Et nous sommes disponibles, évidemment, pour toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. Et sont présents aussi dans la salle des secrétaires nationaux des 2 fédérations pour vous répondre plus précisément. Et oui, peut-être présentez-vous quand vous prenez la parole, comme ça facilite tout le monde. Merci. Moi, je suis de la mémoire du monde. J'avais 2 questions. La première, c'est que vous parlez de créer un corps de la fonction publique pour les AESH. Je voulais savoir en fait en quoi ça améliorerait le sort des AESH de créer un corps. Et ma deuxième question, sur votre collègue d'enseignement privé, par rapport à spécialisation à Pau, effectivement, on a le sentiment qu'il y a un conflit social assez violent dans cet établissement, avec des personnels qui ont été intimidés, mis des banques, voilà. Personne n'a vraiment les détails de ce qu'il y a dans ce rapport, mais de ce qui a été dit, ça a l'air assez compliqué. Est-ce que ce problème ne risque pas de se reproduire un peu indéfiniment dans la mesure où les chefs d'établissement d'enseignement privé en fait font un peu ce qu'ils veulent, n'ont pas vraiment de chef, et manifestement mettent le catéchisme à des ordinateurs sans que personne ne s'en émeut à parler d'enseignement. On se bat pour cet exemple-là, mais c'est pas le seul. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque, des risques psychosociaux un peu forts à ce niveau-là, dans la mesure où vous avez une salle des portes qui va essayer de faire respecter les termes de l'association et un proviseur qui, en l'espèce, peut partir du conflit sans que. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui. Voilà. On va prendre quelques autres questions si vous voulez. Sinon, on répond et puis ça va peut-être venir d'autres questions, je sais pas. Bon, du coup, on démarre tout de suite et puis on pourra poser des questions. Donc, sur la revendication de créer un corps, donc la revendication à la CFDT, c'est de créer un corps de catégorie B pour les AESH. Nous, notre analyse, c'est que, que cette revendication, elle permet aussi de pousser l'État, le ministère de l'Éducation nationale, à ouvrir le chantier de la définition de conditions d'emploi avec un temps plein. Parce qu'aujourd'hui, une des grandes caractéristiques des conditions d'emploi des AESH, c'est le temps incomplet imposé et qui amène à des rémunérations très faibles, de l'ordre de 700 à 800 euros, malgré le travail qui a été fait ces dernières années d'améliorer la rémunération des AESH. Mais quand même, ce qui remonte tout le temps, c'est l'impossibilité quasi systématique de pouvoir accéder à du travail à temps plein, qui amène beaucoup d'AESH soit à vivre dans une grande précarité économique, soit à essayer de cumuler avec un autre emploi. Mais là, ça devient très compliqué parce que on a un employeur qui modifie parfois de manière unilatérale et très rapide le lieu d'affectation, les horaires, ce qui fait que c'est pas possible de cumuler avec un autre emploi. Et nous, on attend. La revendication, c'est la création de ce corps, qui permettra de régler les choses, de sortir aussi de la précarité du type de contrat, puisqu'on est sur un emploi, sur une mission pérenne. Il n'y a aujourd'hui pas de corps de la fonction publique correspondant à ce métier. Et pour autant, l'État, malgré nos interventions nombreuses de notre fédération et de la CFDT fonction publique, se refuse toujours à ouvrir la possibilité de recruter directement en CDI. Donc, de toute façon, quand on est à ESH, on démarre d'abord en CDD, au moins 3 ans, avant que puisse être envisagée une stabilisation du contrat. Mais il y a un gros enjeu de déprécariser, d'améliorer la rémunération et d'accéder au temps plein, et donc d'avoir un vrai travail sur la réalité des missions des AESH et pas seulement concentré sur l'accompagnement des enfants dans la classe et quelques heures connexes, sans se soucier de la réalité du temps passé. Je ne sais pas si Florence, tu veux intervenir aussi sur cette question. Florence Dubonnet, qui est secrétaire nationale de la CFDT Éducation, Formation, Recherche publique et qui travaille beaucoup sur le dossier. Pour compléter, le ministère aujourd'hui parle d'un quasi-statut de syndicaliste, notamment parce que sur la grille de rémunération, il y a une progression automatisée. Mais pour nous, c'est quand même pas un statut. C'est un statut contractuel. Et il faut savoir que sur la question du temps de travail, en ce début d'année, il y a notamment la question de la pause méridienne, puisque le ministère en fait
l'impulsion de Gabriel Attal avait été un texte qui autorise les AESH à travailler sur la pause méridienne. Et l'idée, c'était affiché dans le texte de rentrée, la circulaire de rentrée, qu'en fait, en gros, on allait permettre aux AESH d'atteindre le temps plein avec ce moyen. Mais dans la réalité, c'est complètement tout autre. C'est-à-dire qu'en fait, en autorisant l'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur le temps de midi, pas toute la cantine, mais bien l'accompagnement d'élèves, et le volontariat pour les AESH de le faire, ça permettait d'étendre le temps de travail. On a calculé que si un AESH travaille 2 heures par jour supplémentaire dans le primaire, dans ce cas jours, ça fait 8 heures de plus, il monte à 82% au quotidien, au lieu de 62. Mais il y a plein de difficultés à se concentrer sur ce sujet. On a écrit d'ailleurs au ministère sur ça, parce que, on impose à des AESH de faire ce temps. C'est quand même des journées extrêmement lourdes. On retire du temps d'accompagnement d'élèves en classe pour le mettre sur le temps de la pause méridienne. Ça ne va pas, puisqu'en fait, on retire finalement l'accompagnement scolaire des élèves. Et puis, il y a des difficultés de mise en place parce que ça demande de repérer, de délivrer une autorisation pour le faire. C'est un peu complexe. Et les retours qu'on a des personnels AESH, c'est beaucoup de déception sur ce nouveau dispositif. Et ça ne règle de toute façon pas la question des temps pleins. Il y a aussi énormément de questions sur ces heures connexes qui représentent à peu près 3 heures hebdomadaires et qui ne sont pas vraiment regardées parce qu'il y a un manque important de formation, par exemple, pour les personnes de l'ESA. Avec le statut, il y a aussi le droit à la mobilité, le droit à la formation qui est renforcé. On est sur quelque chose qui progresse un petit pas, mais on est encore loin de une vraie condition. Concernant l'affaire de Pau, bon, elle survient après l'affaire Stanislas, après une affaire aussi à Compiègne. Mais là, c'est une affaire qui résonne parce que ça fait déjà plus de 3 ans que nos collègues sur le terrain avaient alerté les autorités, le rectorat, sur la situation. Comme vous le dites, les pressions exercées sur les personnels, les pressions psychologiques sur les personnels. Le chef d'établissement, comme vous l'avez su, se permettait de déroger tout simplement au contrat d'association qui oblige l'établissement qui a signé le contrat avec l'État d'appliquer les programmes, strictement les programmes, et de donner les heures de cours qui sont précisées au niveau du quota horaire dans les programmes. Donc, ce chef d'établissement se permet, comme vous l'avez entendu, de faire des heures de catéchisme sur des heures de cours, d'évaluer le catéchisme. Donc, ça comptait, mais ça c'était jusqu'en 2021, comptait dans l'évaluation des élèves pour les examens, par exemple. Ça, c'est totalement inadmissible. Il a oublié, bon, vous savez, à chaque fois, l'enseignement catholique nous dit c'est au nom du caractère propre. Au nom du caractère propre, d'accord, c'est un établissement catholique. Il y a des élèves et des familles qui le choisissent parce que l'établissement est catholique et d'autres familles tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils ont envie que leur enfant soit dans cet établissement parce que plus proche du domicile ou pour d'autres raisons. Là, ce que nous avons obtenu, et nous l'avions obtenu grâce aussi à notre intervention au conseil ministériel, le CCMEP, de l'enseignement privé, un contrôle renforcé, un contrôle financier. Ça succède aussi au rapport de Vanier sur le contrôle des établissements privés et qui forcément pose la question de l'utilisation des heures de cours. Les heures de cours doivent justement servir à dispenser les enseignements de chaque discipline et non des heures de catéchisme ou recevoir un évêque qui va parler de laïcité, par exemple, comme on l'entend ailleurs dans d'autres établissements. Ça, c'est tout à fait interdit. Et là-dessus, c'est pour ça que notre syndicat basque est intervenu depuis en intersyndical. Et c'est la première fois que une rectrice réunit une commission spéciale pour sanctionner un chef d'établissement. Et ce chef d'établissement est suspendu.
Et nous, on trouve que c'est absolument logique au vu des dérives et de ce qu'il faisait supporter aux enseignants et à tout le personnel, finalement, de l'établissement. Comme je le disais, le temps de l'impunité est terminé et que maintenant, les chefs d'établissement, quelque part, doivent se tenir à carreau. Ça concerne une minorité de chefs d'établissement. Ça, c'est clair, et c'est ce que je dis à chaque fois quand je suis dans la commission permanente d'enseignement catholique. C'est une minorité. Je ne sais pas en pourcentage si c'est 5 ou 10%, mais tout régulièrement, on nous remonte du terrain des dérives de chefs d'établissement qui ne veulent pas se mettre au pas et qui ne veulent pas respecter le contrat d'association tel que l'impose la loi de 1959, la loi Debré. Donc, on se permet d'aller au-delà des règles qui sont dans le contrat d'association. Si Madame Ginet, qui a travaillé sur la laïcité, peut dire un mot là-dessus, parce que c'est un point très, très important pour la fête. Oui, bah, vraiment, on veut insister sur le fait que c'est quelque chose qu'on a obtenu du ministère. Le ministère et la DAF, qui nous gère au ministère, a décidé de procéder à des contrôles des établissements privés. Et ça, c'est très récent. Hein, c'est depuis le mois de juin. Et ces contrôles des établissements privés concernent le volet financier, hein, donc toute l'utilisation des fonds publics des établissements privés, et un volet aussi pédagogique et en rapport avec le respect les valeurs de la République, hein, donc le respect des programmes. En fait, jusque-là, le ministère délivrait les contrats étaient répartis dans l'enseignement catholique ou pas, et il y avait peu de contrôle. Mais maintenant, vraiment, il y a des inspecteurs qui sont formés pour effectuer ce contrôle. Il y a tout un protocole, c'est-à-dire que il y a une enquête et ensuite il y a des recommandations qui sont faites à l'établissement, et si les recommandations ne sont pas suivies, alors après il y a sanction. Et ça, c'est un protocole nouveau dont nous, on se félicite à la fête parce qu'il y avait jusque-là pas de réglementation, enfin, il n'y avait pas de rempart contre les dérives, ou alors ça se passait mal. Voilà. Excusez-moi, depuis quand date ce protocole nouveau? Ça date de Carole, de juin. Ça nous a été présenté en CCMEP au mois de janvier, et en juin, on nous a dit qu'il allait être appliqué. Et je peux rajouter quelque chose. La nouveauté, c'est ce que vous avez dit, vous avez l'air de dire qu'il n'y avait pas de possibilité de contrôler un chef d'établissement et de faire non, il pense pouvoir facile. Mais ça veut dire quand même que ce qu'a trouvé le ministère dans le plan de contrôle, c'est bien cette instance rectorale, la KEN, qui est apparemment donc tout à fait légitime pour donner à des chefs d'établissement du privé qui ne respectent pas les valeurs de la République, qui ne respectent pas les contrats, à donner un avertissement, à blâme, voire une suspension. Donc c'est ça aussi qu'a ajouté le plan de contrôle. Alors, je vous propose toutes les deux, si vous pouvez vous présenter pour qu'on repère tous. C'est juste une question qui repose. Oui, allez-y. On continue là-dessus, excusez-moi. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des objectifs quantitatifs sur les contrôles à effectuer qui sont affichés par le ministère? Oui. Oui, on nous a annoncé que tous les établissements seraient contrôlés d'ici 2030, dans les souvenirs. Ouais. Pourquoi en fait le contrat n'a pas été suspendu dans la forme de groupe? Comment vous comprenez cette décision-là, cette suspension d'un directeur et pas une suspension du contrat où, vous voyez, enfin, pourquoi moi j'ai pas eu le rapport de l'inspection, c'est dommage d'ailleurs. Mais vous non plus. Non, nous non plus, on n'a pas. Mais parce que voilà, c'est quoi cette nouvelle sanction-là? Pourquoi dans ce cas-là, enfin, alors, pas souvent effectivement, la question peut se poser, hein, parce que, mais apparemment, l'enquête a dû
constaté que les manquements étaient du fait du chef d'établissement, c'est-à-dire que probablement l'organisation de l'école, peut-être même les cadres, la majorité des enseignants, en tout cas, pouvaient continuer à faire tourner l'école dans le cadre des valeurs de la République. C'est probablement parce qu'il a été, considéré comme l'instigateur de ces dérives. Donc, on c'est sur la laïcité. C'est juste, si l'établissement structurellement en crée des entorses au contrat de la laïcité, comment il peut être gardé ce contrat? Vous voyez, le management toxique, c'est une part qui est imputable à une personne, et ça, ok, c'est impli. Mais sur le côté, c'est un peu curieux, juste comment un établissement peut continuer à fonctionner si on estime que, si je comprends bien, dans la mission directrice, il y a quand même un côté de laïcité. Vous voyez, c'est juste ça qui n'est pas clair. Et peut-être que si on avait, oui, peut-être que ça se justifie par les faits, mais voilà. Comme ça paraît compliqué à comprendre, vous voyez. Moi, ce que si je peux me permettre, c'est qu'il y a eu en 2013 et qu'avant, c'était pas comme ça. Donc, la dérive est vraiment liée à cette personne. ce que j'ai compris. À ce chef d'établissement, c'est pour ça que j'ai disais que dans le contrôle, il y a aussi ce volet de pouvoir sanctionner un chef d'établissement qui dysfonctionne. Et là, il a dysfonctionné par rapport à un non-respect des valeurs de la République. Et puis après, les sanctions, elles se doivent aussi d'être progressives. C'est-à-dire que... Par exemple, Stanislas, c'est pareil. Ça dépend de beaucoup des gens. Enfin, mais là, on n'a pas le rapport. Moi, je pense que le rapport, oui, c'est ça. C'est unique dans l'histoire de l'enseignement privé, de ce qu'on pratique pendant 3 ans. Stanislas, si ça n'a pas passé. Après, on peut penser qu'il y a des questions de volet politique et de plein de choses, mais Stanislas, le rapport, on l'a tous lu, puisque Mediapart nous a fait la limite de mettre en ligne. S'il nous a tous bien arrangé, c'était déjà assez salé, enfin, je trouve. Et en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, je pense que là, forcément, on est forcément un peu au-dessus. Enfin, c'est une hypothèse, mais... Votre conseiller de café pédagogique. Ma question rejoignait un peu ce qu'il a dit, donc diagnostic de pédagogique. Et justement, je rejoignais un peu mes collègues et je m'avais supporté plus Stanislas. Effectivement, vu les dérives constatées, effectivement, c'est étonné que le contrat d'association ne soit pas remis en question. Comment vous expliquez cela? Oui, mais pour Stanislas, en fait, le protocole, voilà, il a eu lieu. Simplement, on a mis en demeure le lycée Stanislas de procéder à des changements, ce qu'il est en train de faire. Apparemment, à Pau, la mise en demeure de procéder à des changements s'est vu opposer un refus du chef d'établissement. Donc, voilà, c'est ça, c'est lié à c'est-à-dire que la mission d'inspection a fait des préconisations, en doute, comme a dit et là, il a dit non. Envoyer effectivement à l'OGEC l'organisme de gestion, voilà, avec un temps pour se mettre en conformité. Donc, on suppose qu'il a refusé de mettre en conformité. À Stanislas, il est vrai que les dérives avaient été notées, mais nos équipes sur place nous ont dit que ça avait été corrigé en partie depuis quelques années. Donc, il y avait eu justement le fait qu'on l'avait alerté et demandé de mettre fin. Voilà, il y a même des dérives aussi, il y avait des propos déplacés, etc. Et donc là, bon, les personnes sont parties, on va demander d'aller voir ailleurs, parce que c'est pas acceptable. Voilà, je pense que c'est une première étape. Après, si Stanislas, à Pau, on nomme un nouveau chef d'établissement qui fait la même chose, je pense que là, il se posera la question du contrat d'association, là. Oui. Je pense que l'enseignement catholique doit faire en sorte de mettre quelqu'un de plus respectable, quand même, à la tête de l'établissement. Bon, et aussi autour, il y a un évêque aussi, quand même, qui est connu radical aussi dans cette partie du sud-ouest, donc aussi ça n'aide pas. Là aussi, il y a des évêques qui mettent la pression, qui veulent à tout prix venir dans l'établissement pour donner la bonne parole. On avait eu le cas à Toulon aussi, où là, nos équipes à Toulon, on voulait réunir au Zénith de Toulon, moi qui habite dans ce coin-là,
donc avec les moyens du diocèse, bien entendu. Pendant une journée, tous les personnels du Var pour parler laïcité, parce que lui avait la parole de la laïcité. Donc nos équipes sur place ont dit, mais de quel droit il va former à la laïcité les enseignants sur une journée de cours, et les élèves, ils restent chez eux. Et là, le diocèse a reculé. Donc c'est bien encore parce que nos militantes et militants sont intervenus et que là, on a fait un pas en arrière. Et là aussi, c'est un évêque radical. Pour tout dire, il a comme personne, souvent le dimanche, on m'a dit Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Sur ces questions de contrôle des établissements privés, moi, ce que je souligne aussi, c'est que nos deux fédérations portent ces questions-là très fortement dans toutes les instances ministérielles, au Conseil supérieur de l'éducation, ensemble, puisqu'on est en délégation ensemble au Conseil supérieur de l'éducation, la FEP dans toutes les instances et dans tous les échanges bilatéraux avec le ministère, mais c'est aussi porté devant les organisations d'enseignement privé. Et nous, côté CFDT, éducation, formation, recherche publique, on est aussi intervenu en soutien à la FEP devant le CSA ministériel sur ces questions-là, parce que vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, ça a un impact sur les conditions de travail, c'est ce que porte aussi la FEP, et sur les conditions de travail d'agents qui sont bien aussi des agents publics et rémunérés par l'État. Et puis par ailleurs, pour nos deux fédérations, nous considérons que ces enjeux jusqu'à présent de déficit majeur de contrôle des établissements privés sous contrat, sur le respect ou non du contrat d'association, c'est forcément des éléments qui sont utilisés par certains établissements pour accentuer la concurrence ou la différenciation très forte avec l'enseignement public, et ça nourrit, enfin ça alimente à certains endroits le creusement des écarts entre les IPS, enfin voilà. Et donc c'est aussi, enfin il y a le côté défense de la laïcité et des règles républicaines dans l'ensemble des établissements qui reçoivent un financement d'État. Il y a les conditions de travail des personnels, et puis il y a notre conviction aussi qu'il faut faire bouger les choses pour arrêter cette séparation des publics scolaires alors massivement entre le réseau privé et le réseau public, mais globalement entre établissements. C'est pour ça qu'on a, dans l'introduction, rattaché cette partie-là et ce fait-là aussi à notre volonté de porter des propositions pour développer la mixité sociale et scolaire dans tous les établissements. Oui. Pour ce qui est du contrôle, je comprends bien la volonté, etc., et la légitimité. Après, les moyens, ils sont quand même donnés par les rectorats. D'accord, par les DAF, etc. Donc, est-ce qu'il y a un contrôle a priori? Est-ce que vous remettez en cause un peu comment dire, le sérieux des critères d'attribution des moyens? Tout ça est décidé quand même par l'État. Enfin, donc, qu'est-ce que ça vient d'où le problème? Alors, vous dites, parce que toutes les classes, etc., elles sont quand même ouvertes par le rectorat. Donc, est-ce que vous estimez que ce travail n'est pas fait par le rectorat? Ou quoi? Enfin, vous voyez, comment vous expliquez ça? Il y a une dotation horaire qui est donnée en fonction du poids de l'enseignement privé sous contrat, parce qu'on parle d'enseignement catholique, mais d'autres obédiences aussi. Et donc là, c'est le rectorat, oui, qui valide ou non l'ouverture d'une nouvelle classe, etc. Je pense que c'est parce qu'auparavant, il n'y a pas les contrôles, on en parlait moins, mais si nous on les réclamait, c'était pas justement le ministère entre guillemets, voulait pas se froisser aussi avec l'enseignement catholique, particulièrement, parce que c'est quand même 96%, et on va pas rouvrir la guerre scolaire. Ça a été dit aussi par le président de la République, on n'est pas là pour. Donc, mais il y a une vigilance maintenant parce que nous avons alerté, comme dit Catherine, aussi au niveau des commissions du public de cette situation. Et bon, il paraît logique que la dotation, elle est répartie comme ils le souhaitent dans les établissements, bien entendu en respectant les heures allouées au programme, au nombre de classes, etc. Après, voilà. Voilà, le contrôle. Après, tout ce qui concerne l'IPS aussi, il y a quand même des recteurs, des rectrices qui commencent à faire attention quand il s'agit d'ouverture de classe. S'il y a déjà un taux d'IPS hyper important dans l'établissement, on ne va pas rouvrir à nouveau une classe européenne, une classe internationale, etc. On va plutôt
On va quand même les rappeler à l'ordre. Moi, je le sais parce que dans l'académie de Nice, justement, la rectrice dit moi, je n'ouvre plus de classe si on ne me prouve pas qu'on a fait des efforts sur la mixité sociale. Donc là, petit à petit, ça entre dans les esprits que plus de mixité sociale, ça peut quand même contribuer à la citoyenneté, à l'ouverture des élèves, au vivre ensemble. Faisons attention à ça. Et il y a quand même des directeurs qui prêtent attention maintenant. C'est pas retirer des heures aux établissements privés sous contrat, mais c'est justement bien les répartir en fonction justement de ce qu'ils font, des efforts qu'ils font pour accueillir tous les élèves. Le groupe Hugo, aujourd'hui, c'est général pour les SP, ils sont remontés sur les groupes de niveau, Alors, je vais donner la parole à David Romain, secrétaire national de la CFDT Éducation, Information, Recherche publique, avec beaucoup de diversité. Avec beaucoup de diversité, un petit peu comme Catherine Navbekti le disait peut-être rapidement dans l'introduction, il y a effectivement des remontées très hétérogènes, avec parfois des mises en place d'études de niveau, parfois des mises en place de groupes de besoins, parfois des mises en place de classes hétérogènes, voire de groupes hétérogènes. Alors pour une partie, la mobilisation des collègues a pu infléchir un petit peu les conditions de mise en route. Et puis, pour une autre partie, le manque de dotation lié à la création des groupes a pu jouer aussi parce que selon la configuration de l'établissement, selon parfois même le nombre de salles disponibles aussi, tout simplement, voire le nombre d'enseignants de la discipline disponible, eh bien, ça ne permettait pas des conditions idéales, ni même globales, enfin, de mise en œuvre. Un échec, Voilà. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. De toute façon, c'est un des éléments du puzzle du choc des savoirs, entre guillemets, et contre lequel nous nous étions opposés dès le début des annonces. Il y a d'autres éléments du puzzle qui pourront donner des questions. Je pense à la question du DNB, du diplôme national du brevet, des éléments comme ça. Il y a des problématiques aussi sur le premier degré. Vous étiez sur le collège, mais voilà, on a aussi des problématiques du choc des savoirs dans le premier degré. Donc, c'est peut-être pas un échec aujourd'hui, mais c'est pas une franche réussite. Et après, ce qu'on a aussi comme remontée, notamment par notre réseau de personnel de direction, mais aussi par des militants enseignants au collège. Sylvie, tu dis si tu veux apporter des compléments, mais c'est que le manque de moyens pour tout faire, parce que quand on parle d'empilement de mesures, on a eu ces dernières années plein d'annonces qui impliquent du travail ou des modifications d'horaires dans les établissements. Alors, il y a des choses sur lesquelles on revient à demi-mot sans le dire complètement, mais en tout cas, nous, ce qu'on constate avec nos collègues, c'est qu'il n'y a pas toujours les moyens de déployer les groupes tels qu'ils sont décrits dans l'arrêté. Par exemple, dans l'arrêté, il est dit que le groupe des élèves en difficulté, ça doit être un groupe à effectif réduit. En mai-juin dernier, en Seine-Saint-Denis, les chefs d'établissement de collège avaient dû remonter à la direction départementale une estimation de leurs besoins de groupe pour des élèves en difficulté, donc à effectif réduit. Et le retour d'IDAZEN a consisté à dire « Ah, mais vous en avez mis beaucoup trop, on n'aura jamais assez de profs de maths et de français pour faire autant de groupes à effectif réduit pour les élèves que vous estimez en difficulté. » Donc déjà, cet élément-là, on peut se dire que cette promesse faite aux familles qui peut être séduisante de dire les élèves en difficulté seront en plus petits groupes, etc., en fait, ça va pas se réaliser partout. Ça, c'est clair. Et puis, pour essayer de mettre en barrette les enseignements en mathématiques et en français, de mettre plus de moyens, du coup, sur l'enseignement des mathématiques et du français, on a quand même beaucoup d'établissements, de collègues en collège qui remontent que, par exemple, la généralisation de devoirs faits, bah, c'est plus possible, en fait. Il n'y a plus les moyens. Que les 2 heures de soutien qui pouvaient être installées pour les élèves les plus en difficulté, bah, c'est pareil, il n'y a plus les moyens, donc on ne le fera pas. Et que, comme ça absorbe tout, que dans le même temps, on diminue le nombre d'heures supplémentaires effectives, y compris par une mesure très technique, qui est pas trop racontée, de réduire le taux de conversion entre les HSA, les heures supplémentaires années, les HSE. En fait, on a moins de moyens pour financer du temps d'enseignement, et notamment du temps d'enseignement ou d'intervention des enseignants qui peut être lié à des projets pédagogiques. Donc, ça veut dire aussi qu'on va assécher la vie pédagogique et le fonctionnement de projet et la capacité des équipes pédagogiques à s'adapter peut-être à des projets que les élèves construiraient. On peut penser à des projets citoyens, on peut penser à des projets écologiques. Et nous, ça nous pose quand même grandement de problème parce qu'on a
enfin, on constate, et on a maintenant des études sociologiques aussi qui montrent que cette déception qu'on construit des élèves par rapport à la participation, à l'engagement dans leur établissement, derrière, ça génère aussi une désaffection pour tous les processus démocratiques dans la vie politique aussi. Et il y a un moment à ne pas se poser ces questions, à empiler des dispositifs sans se soucier de ces enjeux-là. Nous, on estime que c'est problématique dans le pays. On peut aussi laisser la parole, je pense, à Damien Gillot, qui est en charge des questions éducatives. Nous avons fait une enquête à la FEP auprès de plus de 1300 personnes. Donc, on a des remontées sur les groupes de niveau et sur d'autres points. Sur les groupes de niveau, qui peuvent s'appliquer de la même manière dans le public, mais on se rend compte qu'il y a des difficultés qui se recoupent avec les catégories. Nous, on a fait une enquête sur la mise en place des groupes de niveau parce qu'on a questionné comme les collègues politiques, est-ce que c'est mis en place, oui, non, de quelle manière. Alors, ce qu'il en ressort lorsqu'on interroge nos collègues du collège, c'est que pour 26,7% disent que les groupes de niveau se sont mis en place conformément au texte. Pour comparer avec l'enquête qui a été faite par une autre organisation syndicale du public, on disait que c'était à 35,5%. Dans le public, où on trouve 26,7%, qui est plutôt proche. En fait, ça dépend des échelons. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même 30% qui parlent de mise en place partielle, soit que sur les 6e, que sur les 5e, pas sur tous les horaires. Et on est donc 28,8% qui disent que ce n'est pas mis en place du tout. Et ce qui nous questionne, c'est qu'on a 14,5% des collègues qui répondent qu'ils ne savent pas si c'est mis en place ou pas dans le collège. Alors, comment l'interpréter? Peut-être un manque d'information, un manque de concertation des équipes, qui peut être dû soit à la gestion de l'établissement, soit aussi à la précipitation de la mise en place des réformes. Ça peut faire. Et ça aussi interroge des pratiques des établissements lorsque les réformes sont précipitées, comment faire, prendre le temps de la concertation, comment faire équipe. Et normalement, théoriquement, les réformes qui touchent les 6e et 5e ont des répercussions sur ce qui se passe en 4e, 3e. Donc, c'est vraiment tout le collège qui a dû travailler dessus. Voilà. Et ça, c'est le problème des précipitations de toute façon. Donc, voilà comment nous, on interprète cela. En tout cas, c'est pas toujours bien vécu par les collègues. Dans leur montée, voilà, il y a des phrases qui sont ma foi éloquentes, comme groupe de niveau, sparadrap à une jambe de bois, le prix des élèves est à volume, ou tout simplement, on parle de casse-tête. Sonia Princet, il y a Bonjour, Sonia Princet. J'avais une question justement sur les groupes, parce que ça pourra se mettre en place l'année prochaine en 4e et 3e. Sur la mise en place l'année prochaine en 4e et 3e. Donc, je propose de donner la parole à Sylvie Perron, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Moi, je vais dire, ça ne sera évidemment pas possible. Donc, oui, pour compléter ce que disait Catherine et pour aller dans le sens de ce que fait également l'enseignement privé. Alors, au-delà du fait que ça a asséché totalement tout le contenu finalement et toute l'autonomie des établissements, donc au-delà du fait qu'on y était opposé sur le plan des valeurs, ça a quand même considérablement fracturé les établissements scolaires de ce point de vue-là, puisque si on doit mettre en place les groupes de niveau, on continue à dire que ce ne sont pas les groupes de besoins tels qu'ils sont présentés, eh bien, ça consomme la totalité de la marge éventuelle pour faire d'autres choses, adapter, ajuster, etc. Donc, ça fait des contraintes d'emploi du temps, mais ça fait surtout des contraintes pour les collègues de leurs conditions de travail qui sont absolument déplorables. Donc, il faut savoir on multiplie finalement la possibilité d'être sur plusieurs établissements. Alors ici, voilà, dans cet environnement urbain, ça peut paraître tout à fait facile, mais inutile de dire que sur l'ensemble du territoire, c'est plus qu'un casse-tête en fait. C'est vraiment mettre des collègues dans une difficulté professionnelle qui ne va faire que croître et empêcher les autres disciplines de pouvoir enseigner aussi dans de bonnes conditions, puisque les moyens doivent être consacrés à ces groupes de niveau. Donc la généralisation, je pense qu'ils attendent prudemment
peut-être d'ailleurs qu'un recours qui leur a expliqué que l'autonomie des EPLE était importante et que, effectivement, alors, sans toute puissance absolue, mais quand même dans les établissements scolaires, on peut un petit peu faire, en tout cas, adapter les consignes nationales à nos territoires. Et que là, avec ce genre de niveau, c'est parfaitement possible. Sylvie évoque le recours qu'on a déposé devant le Conseil d'État. Donc, initialement, le Conseil d'État laissait entendre qu'il statuerait assez vite, et puis progressivement, ils ont reculé. Donc, on n'a toujours pas la décision sur le fond. Mais dans les mémoires qu'on a produits pour soutenir notre recours, on a notamment développé, et parce qu'on avait travaillé avec nos adhérents chefs d'établissement, le fait que la généralisation à tous les niveaux du collège, des groupes de niveau, allait considérablement, effectivement, dégrader les conditions de travail des personnels, puisque une fois qu'on met tout l'enseignement de mathématiques et tout l'enseignement de français en barrette, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile de construire, notamment dans des petits collèges, ça devient beaucoup plus difficile de construire un service à 18 heures à temps plein pour un enseignant de mathématiques ou de français. Et du coup, c'est pour ça que Cindy disait que mécaniquement, ça va produire, ça pourrait produire la multiplication des compléments de services à donner dans un autre établissement. Et ça peut avoir des répercussions, y compris sur des emplois du temps d'enseignants d'autres disciplines, parce que quand on synchronise et qu'on met en simultané tous les enseignements d'une même discipline, ben, l'enseignant, il se démultiplie pas. Les enseignants qui sont là, ils sont un dans une classe, ils peuvent pas être un pour plusieurs salles. Donc voilà. Et donc nous, évidemment, notre engagement cette année, il va être à la fois dans le fait de documenter ce que l'installation des groupes de niveau fait au travail des personnels et conditions d'études des élèves, mais aussi de continuer à argumenter pour qu'on revienne sur cette mesure et que surtout on ne la généralise pas en quatrième et en troisième. Une question sur la formation initiale des enseignants et il y avait un projet de réforme pour le PIC se mettre en place cette année. Est-ce que pour vous, c'est un dossier prioritaire à revenir avec les prochains ministres? Évidemment, le projet ne s'est pas fait parce que, par exemple, d'une signature de Bercy pour la raison budgétaire, vu le chemin budgétaire qu'on s'apprête à prendre, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on va pouvoir mener à bien cette réforme? Et est-ce que pour vous, il faut la reprendre telle quelle des textes étaient prêts? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à travailler? Alors, je démarre et puis je donnerai la parole à Caroline Brisdou, qui est en charge du dossier à la commission exécutive. Donc, nous, on était satisfaits que le texte ne soit pas publié parce que ça faisait déjà des mois qu'on disait aux deux ministères qu'il était trop tard pour mettre en œuvre une réforme d'une telle ampleur, même si, imaginons qu'elle nous convienne parfaitement, même si elle nous convenait parfaitement, parce que les contraintes imposées notamment aux collègues qui exercent une licence dans les universités, c'était juste infernal. Et on avait beaucoup de remontées en ce sens de notre réseau dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc c'était quand même quelque chose d'important. Le refus de signature de Bercy, je pense qu'on l'avait déjà vu un petit peu avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un moment où il devait y avoir un statut d'élève fonctionnaire sur les 2 années du master, et puis finalement non, ils sont sortis avec une rémunération, je sais plus, c'était 800, 900 euros. Enfin, je pense que là déjà, il y avait un moment où Bercy avait essayé de prendre la main. Et puis finalement, à force d'intervention, parce qu'on était intervenu très fortement, là aussi à ce moment-là, dans l'espace médiatique, et puis évidemment avec des interventions à tout niveau auprès des ministères, de Matignon, de l'Élysée en lien avec la Confédération aussi, ils avaient repris les choses. On avait démontré aussi que ça créait un ovni statutaire sur la première année de master. Donc oui, pour nous, il faudra reprendre parce que l'enjeu de la qualité des conditions de formation des enseignants et des conditions d'études des étudiants qui se préparent au métier enseignant, c'est important, mais pas n'importe comment. Et si c'est sans budget, on va forcément faire quelque chose qui ne va pas. Et le premier truc aussi, c'est d'arrêter de toucher dans tous les sens tous les ans. Enfin, nous, on cite souvent un rapport du CNESCO qui date de 2015 sur l'attractivité et qui dit qu'il faut de la lisibilité dans le temps, à la fois sur les postes qui vont être mis au concours et sur les parcours de formation. Caroline? Oui, juste redire que cette réforme, c'est l'histoire de la dernière réforme qui a été ratée parce qu'on n'a pas voulu mettre sur la table l'argent pour rémunérer les 2 années du master, les passants de concours à la fin du master.
Et depuis, on en est là. Et on avait dit que ça marcherait pas, et ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, oui, il y a besoin de repenser la formation, mais il y a besoin de le faire dans un temps long pour se donner le temps de prendre en compte tous les leviers, parce que c'est un espèce de cercle vicieux et de quadrature du cercle. On a besoin d'une formation de qualité pour avoir des enseignants formés qui restent, qui vont pouvoir répondre aux exigences du métier aujourd'hui, ce n'est pas simple. On a besoin de visibilité, comme l'a dit Catherine, dans le temps, pour attirer les étudiants dans cette formation. Et ça demande des moyens. Pour l'instant, les moyens, je vois bien que ça va être compliqué. Et en même temps, on est dans un statu quo qui est assez intenable, parce que la réforme actuelle, elle n'a pas été bien pensée, à la fois pour les étudiants qui suivent le cursus, pour les personnels formateurs, et puis pour les étudiants qui deviennent enseignants, qui ne sont pas suffisamment formés. Et en plus, pour rajouter là-dessus, le fait qu'on a de moins en moins de formation continue, donc on ne peut même pas espérer que la formation à la suite puisse continuer d'avancer sur le chemin. Or, les deux sont nécessaires. Parce que la formation initiale, c'est la formation initiale, puis la formation continue, puis la formation continue. Il faut penser le cursus. Et aujourd'hui, ça, c'est des réflexions qu'il n'y a pas. Oui, en fait, derrière ça, c'est repenser la formation au sens large, initiale et continue. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment une formation de qualité, qui augmente en qualité, bien sûr, qui réponde aux besoins des collègues, des gens, et qui permettent aussi de faire progresser leurs compétences professionnelles au service du service public des vocations de manière générale. Et pour cela, il faut aussi être vraiment dans le dialogue social, puisque que ce soit le fait de mettre en place la formation initiale sans consultation donc au dernier moment, c'est extrêmement intéressant, mais aussi le fait que la formation continue a été décidée aussi sans consultation, que ce soit en dehors des face-à-face pédagogiques, c'est pas acceptable. La formation, c'est du temps de travail, et en plus en dehors du face-à-face pédagogique, hein, les rapports le montraient, de toute façon, que ce soit pendant les vacances, etc., les enseignants sont déjà en formation, parce que la plupart des formations d'enseignants, c'est de l'auto-formation. Et donc, il faut de toute façon repenser tout cela. Et puis aussi, il ne faut pas oublier d'inscrire tout cela dans un parcours personnel de formation. Le collègue qui est enseignant, par exemple, et l'enseignant aujourd'hui ne sera pas nécessairement demain. C'est vrai que la formation permet d'investir, on a dit, en qualité d'enseignement, mais pour des raisons X ou Y, soit parce que le métier dégrade, soit parce que beaucoup de collègues, surtout les jeunes, lorsqu'ils sont dans le métier, ont l'idée de ne pas y rester, et c'est leur droit. Et donc derrière, il y a aussi à travailler sur le CPF et sur les fonds qu'on y met, et aussi sur les formations que peuvent faire les agents par leur CPF. Donc, il peut y avoir aussi un filtrage de l'entourage. Est-ce qu'on autorise les formations plutôt concernant le métier, concernant d'autres métiers en vue de reconversion, hein, et comme les fonds, enfin, là, pour le public, je ne suis pas trop spécialiste là-dessus, mais pour les fonds du CPF concernant l'enseignement privé sous contrat, il a été raboté de 100 000 euros. Il était normalement à 300 000 euros. D'accord. Il devait être à 0 euros affecté via Formagie. Donc là, on est sur le réseau public. La fait, CFDT a été quand même un levier pour renégocier et pour redonner une enveloppe parce que le CPF est un moyen de ça doit rester un outil. Et finalement, on devient avec un budget à 200 000 euros. En réalité, si on regarde sur le CPF, dans l'enseignement privé sous contrat, d'année en année, il y a de plus en plus de demandes. Et même nous, on ne pensait pas que le budget de 200 000 aurait été dépassé cette année, puisqu'il est déjà, donc c'est déjà insuffisant. Il n'y a pas d'autres questions dans ce format-là. On se tient à votre disposition, évidemment, pour répondre à vos questions. Et tout de suite, l'issue de la conférence de presse, mais aussi dans les jours qui viennent, parce que vous avez notre dossier de presse, voilà, et donc on se tient. Donc, dans le dossier de presse, je signale aussi qu'on a remis les coordonnées des secrétaires nationaux et nationaux des deux fédérations, en précisant les métiers sur lesquels on est positionnés les uns et les autres. Et puis, vous avez les coordonnées de Yasmine Classe, qui est attachée de presse de la Fédération CFDT Éducation, Formation, Recherche publique. Donc, vraiment, on est à votre disposition pour
répondre à la fois sur le fond de notre dossier de presse et de nos revendications, mais aussi évidemment sur les questions que vous souhaitez aborder concernant l'éducation tout au long de l'année. Vraiment disponible pour ça. Alors, peut-être aussi, pour la fête également, vous pouvez nous contacter maintenant, plus tard. Merci à vous. Merci. Merci.